J'ai pas mal baroudé. J'ai vu des gens perdre la raison, d'autres mourir sous mes yeux. J'ai vu des empires naître, d'autres s'effondrer. J'ai vu des idées s'enflammer comme des traînées de poudre, d'autres tomber dans l'oubli. Mais s'il y a quelque chose que je n'ai jamais vu, c'est quelqu'un de plus burné que Roland Skate. Roland Skate n'a peur de rien, ni de personne. Roland Skate est un héros. Je viens de regarder dans le dictionnaire et c'est dit demi-dieu, brave et protagoniste. Eh bien, Roland Skate, c'est tout ça à la fois. Demi-dieu, parce qu'il est le fils d'un dieu et d'une fille pas connue. Brave, parce qu'il est vraiment très brave. Et protagoniste, parce que putain, pour être protagoniste, il est vachement protagoniste. Comme dans les films d'Almodovar, je vais commencer par une scène de sexe. Myriam était dans sa chambre lorsqu'on sonna à la porte. Elle alla ouvrir et découvrit derrière la porte un plombier, bardé de muscles, à la peau huilée. « Bonjour madame, je... »« Tais-toi, idiot, et prends-moi nu sur la table de la cuisine. »« D'accord. » Alors, il la prit nue sur la table de la cuisine. « Ah, c'est bon, dit-elle. »« Oh oui, répondit-il. De temps en temps, il lui claquait le cuisseau. « Tu aimes ça, salope, hein ?»« Ah oui, j'aime ça. » Et après une longue série de positions relativement cinématographiques, mais très improbables, il prit enfin son sexe à pleine main et la visa en pleine face. « Tu vas voir ce que tu vas prendre, salope. »« Attends, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Je suis l'ex-femme de Roland Skate. » Et personne n'entendit plus jamais parler du plombier. Voilà, c'était la scène de sexe d'introduction. Il y en a une autre à l'épisode 84. Pendant ce temps, au bar PMU Le Bon Coin, Roland Skate est au comptoir et boit son deuxième picon bière. Il a dans le regard cette lueur des jours de gloire, et il regarde son verre, comme s'il pouvait y découvrir quelques secrets sur la nature de l'univers. Tu sais Bernard, des fois je pense des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Et c'est pas juste l'alcool, Bernard. Je te jure, des fois je me dis des trucs. Ouais. Le Bernard en question est de l'autre côté du bar et fume les bras croisés. Comme hier, et comme le jour d'avant. Et comme tous les jours d'avant, où il regarde Roland Skate boire son verre avec curiosité. Une télévision crachote quelques banalités dans un coin, alors qu'un pauvre vieux, recroquevillé, boit son café. Il est là tous les jours lui aussi, avec son béret, toujours posé à côté de son café. Mais Roland Skate et Bernard ne lui parlent pas, parce qu'il est trop con. Soudain, la porte du PMU s'ouvre, et une jeune femme s'effondre sur le carrelage. Elle tend un doigt désespéré vers Roland Skate, et souffle dans un dernier soupir. « Roland Skate, toi seul peux sauver la Terre contre la conspiration !» « Mais c'est pas vrai !» s'exclama Bernard. « C'est la troisième depuis ce matin, bordel. C'est à croire qu'elles savent pas lire. » Il souligna 3 fois à la craie la note qu'il avait affichée sur une petite ardoise à l'entrée du PMU. Prière de ne pas venir mourir en parlant de conspiration. « Qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui ?»« C'est à cause de la momie, » marmonna le vieux recroquevillé d'un air de quelqu'un qui sait. « Ta gueule !» lui lança Roland Skate. « Cette fois, c'est du sérieux, Bernard. Elle, je la connaissais. » La consternation se lisait dans le regard de Roland Skate. Une foule de sentiments semblait tour à tour marquer dans ses yeux leur empreinte. Le silence dans le PMU était absolu.
Même les acteurs à la télé semblaient pendus aux lèvres de Roland Skett. Elle, c'était ma... Pendant ce temps, dans l'arrière-boutique de la pharmacie du Dauphiné, Laurence regarde la télévision en attendant les clients. Le mois a été très mauvais pour elle. C'est faux ce que c'est triste, une pharmacie vide, pense-t-elle devant le bulletin spécial d'information. Le présentateur, un grand chauve qu'elle aime beaucoup, annonce avec un calme déconcertant l'ahurissante nouvelle. L'une des momies du Louvre a disparu. Le sarcophage dans lequel la momie reposait depuis des milliers d'années a été retrouvé, ouvert ce matin. Tout ce que les employés et la police ont pu découvrir, c'est l'empreinte d'un pas laissé dans la poussière du tombeau, ainsi qu'une cassette audio sur laquelle figure un nom inscrit au crayon noir. La police n'a pour l'instant, mais à ce moment, la porte sonne, et un client, coiffé d'un chapeau hors de saison et emmitouflé dans son écharpe, rentre dans la pharmacie. Laurence coupe le volume de la télévision et, se précipitant avec obséquiosité derrière le comptoir, lance un retentissant « Bonjour, monsieur !» Le client, sans répondre, s'avance d'un pas hésitant, boitant à vrai dire. « Triméthol, Triméthol !» hurle-t-il d'une voix qui semble à peine humaine. Les sons qui sortent de sa bouche semblent hachés, comme s'il parlait derrière un ventilateur. Laurence, un peu effrayée, tente de discerner son visage, mais ne voit même pas ses yeux. « Bien, bien, monsieur, » dit-elle en se précipitant vers les étagères. « Il vous en faudra combien ?» crie-t-elle en cherchant le triméthol. Par chance, le représentant de cette étrange compagnie est venu lui en fournir ce matin même. Elle qui n'en avait jamais vendu avant. « Quelle aubaine !» pense-t-elle. En l'absence de réponse, elle saisit les 4 boîtes dont elle dispose et les amène sur le comptoir. Sans un mot, l'étrange client tend une main gantée et fait aussitôt disparaître les boîtes dans les poches de son imperméable. Il pose un billet de 500 € et tourne les talons aussi secs. « Attendez, monsieur, votre monnaie !» Mais le client ne semble pas l'entendre. Un peu perturbée, Laurence retourne devant le poste de télévision. Mais là, sur le petit écran, une image la frappe, comme un coup de poing en pleine figure. Mue par une puissance plus forte que sa volonté, abandonnant sa pharmacie, elle se jette dehors en criant « Monsieur, attendez, revenez !» L'inspecteur David Ducu regardait la cassette audio avec anxiété. Ses doigts jouaient avec de façon désordonnée, la tapotaient, puis la faisaient tourner. Le laboratoire n'y avait décelé aucune empreinte digitale. Tout ce que l'inspecteur Ducu avait gagné, c'est une de ces innombrables blagues sur son nom. « Alors, toujours poilu, Ducu ?» avait lancé fièrement ce petit technicien prétentieux. Comme si c'était original. Ducu avait certes un collier de barbe, mais il avait aussi tout ce qui pouvait l'éloigner du physique de l'inspecteur idéal. Plutôt petit, maigre, lunettes rondes sur le nez, le haut du crâne dégarni et des bretelles pour tenir ses pantalons trop grands. Cela et son patronyme lui donnaient toutes les difficultés du monde à se faire obéir. En tournant et retournant la cassette qu'ils avaient trouvée au Louvre ce matin, David Ducu repassait dans sa tête toutes les plaisanteries de son enfance. « Tu es sur la digue, Ducu ? Tu veux du cul ? En v'là !» Et même « Avide, Ducu !» l'appelait-on dans les cercles où l'on connaissait le mot « avide ».
Sa vie était une interminable succession de sobriquets. « C'est marrant », pensa-t-il en lisant pour la 100e fois le nom qui figurait sur la cassette. « Je suis sûr qu'à l'école, on l'appelait lance-roquette, celui-ci. Mais trêve de rêvasserie. Écoutons voir ce qu'il y a sur cette cassette. » Alors qu'il s'approchait de la vieille chénifie du commissariat, une secrétaire l'interrompit. « Inspecteur Ducu, j'ai l'adjudant Labitte au bout du fil. Il veut vous parler au sujet de la mort d'une pharmacienne rue du Dauphiné. »« Je verrai ça plus tard, Marie. Dites au brigadier Combe de s'en occuper. »« Il dit que c'est urgent, inspecteur. » L'inspecteur Ducu soupira d'exaspération. « Bon, passez-le-moi. » Ducu fila dans le bureau de la secrétaire, prit le combiné et cria sans aucune forme d'inhibition. « Écoutez, vous commencez à me chauffer la bite. J'ai dit que je ne voulais être dérangé sous aucun prétexte. »« Mais vous ne comprenez pas, » crachota l'adjudant Labitte au bout du fil. « J'ai sur les bras un meurtre qui... Eh bien, vous savez quoi faire. Vous êtes bouché du cul. Je vous dis que j'ai un meurtre qui... Faites votre boulot et lâchez-moi la bite, » l'interrompit l'inspecteur Ducu en raccrochant. « Impossible de faire son travail en paix dans ce commissariat, » soupira-t-il à voix haute. « Marie, s'il rappelle, dites-lui d'aller se faire foutre. »« Bien, inspecteur. » Retournant à son bureau, il fut d'abord surpris de sentir un courant d'air. Il ne se rappelait pas avoir laissé la fenêtre ouverte. Pensant avoir laissé la cassette devant la chénifie, et ne la trouvant pas, il commença à parcourir la pièce du regard. C'est alors seulement qu'il vit la silhouette qui se glissait à l'extérieur par la fenêtre. Il s'y précipita pour la voir sauter dans le vide. Ducu s'attendait à voir la silhouette vêtue de noir s'écraser 3 étages plus bas. À sa grande surprise, l'étrange personnage retomba sur ses pieds et prit aussitôt la fuite. Ducu prit la porte de secours et dévala les escaliers. Poussant la porte, il fut un instant ébloui par le soleil qui baignait la rue. Il chercha le fuyard et le trouva au point de passer l'angle de la rue. « Arrêtez-le » cria-t-il sans y croire. Au fond de lui, Ducu savait qu'une seule chose l'arrêterait. Une chose qui le répugnait plus que tout autre. Il sortit son arme. Elle était chargée. Ducu avait été reçu dernier aux classes de tir. Ses collègues l'avaient surnommé le roi des trous. Même son instructeur ne pouvait s'empêcher, après les classes, de lui asséner un rituel. « Vous êtes vraiment le roi des trous, Ducu !» Mais Ducu croyait en Dieu. Ou plutôt au destin. Ou en tout cas en quelque chose. Il devait bien y avoir quelque chose, quelque part, qui accordait de l'importance à tout ceci. Il n'aurait qu'une chance. Il pria en espérant qu'on l'entendît, qui que soit ce on. Et il tira sur un automobiliste. Avant de détailler les événements qui suivirent, revenons quelques heures dans le temps et attardons-nous sur la matinée de ce malchanceux conducteur. Alain Descharmes avait passé une nuit agitée. Après un frugal petit déjeuner, il avait méthodiquement détaillé par écrit, à chacun des membres de son réseau terroriste, quel orphelinat il devait dynamiter, dans quelle cachette il pourrait trouver les explosifs, et vers quels agents de police et de douane qu'ils avaient achetés il pourrait se tourner en cas de souci. Il avait ensuite mis à jour son carnet d'adresses, s'assurant que tous les membres de son réseau y figuraient nommément, ainsi que ses contacts dans les plus grands réseaux mafieux européens, sans oublier les élus à qui il avait versé des pots de vin.
D'un naturel méticuleux, il avait ajouté les reçus des opérations bancaires impliquant chacun d'eux. Il avait déposé le tout dans une boîte noire qu'il avait récupérée de l'un de ses contacts. Tu pourrais y faire péter un immeuble, que cette boîte noire, c'est tout ce qui resterait d'intact, l'avait-il rassuré. Là au moins, tout serait à l'abri. Il avait ensuite chargé sa fourgonnette de ce qui lui restait d'explosifs et s'était dirigé vers l'hôpital Necker des enfants malades pour le faire sauter. C'est sur ce trajet que l'avait trouvé la balle perdue de Ducu. Privé de chauffeur, le véhicule perdit le contrôle et vint frapper de plein fouet un étrange individu courant à perdre haleine, avant de heurter un mur dans une explosion retentissante. Étant donné l'ampleur de la détonation, le fait qu'elle ne fît en tout et pour tout que 2 victimes fut considéré comme un miracle. La fourgonnette s'était littéralement volatilisée, à l'exception d'une petite boîte noire. Quelques mois plus tard, lorsque le président de la République fit au commissaire divisionnaire ses félicitations personnelles, il lui demanda : « Entre nous, comment avez-vous réussi un tel coup ?» Ce sur quoi il s'était entendu répondre : « J'ai seulement eu du cul, monsieur le président. » Mais, à l'instant où nous l'avons laissé, Ducu était au bord du désespoir. Un message anonyme s'était affiché sur son téléphone. « Roland Skett ne connaîtra jamais le contenu de la cassette. Ha 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 !» Abandonnons maintenant l'inspecteur Ducu. Mais avant de nous attacher au mystérieux amant de la femme à la cicatrice, et bien sûr à la lubrique Zanora de l'épisode 84, retournons, si vous me le permettez, au PMU Le Bon Coin. « Mais c'était qui, Roland, bon Dieu ? Parle !» finit par lâcher Bernard. « C'était... Attends. Non, je crois que je me suis trompé. En fait, je ne la connais pas. C'est juste qu'elle me faisait penser à quelqu'un. Mais bon, c'est quand même louche tout ça. Tu as remarqué qu'elle tient un morceau de papier dans la main ? Ah ouais, tiens, c'est quoi ? On dirait une ordonnance. Au nom d'un certain Jacques Dutreuil. Le médecin lui prescrivait du triméthol depuis plus d'1 mois, dis donc. C'est peut-être un indice. Tu sais c'est quoi le triméthol ? Non. Bah alors, arrête de faire comme si tu connaissais. Cette ordonnance, c'est le lien que la police n'arrive pas à faire entre la disparition d'un éminent professeur et celle de la momie du Louvre, Baragouina le petit vieux à l'autre bout du café. On t'a poissonné, toi. Bernard, remets-moi un picon-bière. Moi, les complots, ça me donne soif. Roland Skett contempla son verre avec satisfaction, sans se douter que sa tête venait de s'ajuster parfaitement avec la cible du sniper embusqué dans le HLM d'en face. « Roland Skett, ton heure est venue, » pensa-t-il en caressant sa gâchette. Au même moment, Sophie, nue en dehors d'une paire de bas, se caressait devant l'écran de son ordinateur. Elle était née belle, mais elle avait été opérée à la naissance, laissant une petite cicatrice sur un dos minuscule. Puis, elle avait grandi, et sa blessure aussi. Elle avait appris à la cacher et à en avoir honte, au point de ne voir en elle-même que cette crevasse qui lui barrait le dos. Elle était devenue sa propre cicatrice, avait fané avant même d'avoir éclos. Ses barbilles étaient scarifiées et ses cannes avaient brûlé. Elle avait toujours su que les garçons, ce ne serait pas pour elle. Et pourtant, la nuit, rien ne l'empêchait de rêver à cet homme qui lui ouvrait le dos de ses mains énormes
et on laissait sortir le papillon qu'elle était. Mais si un tel homme existait, elle savait qu'elle n'aurait jamais le courage ni de le regarder, ni de lui parler, ni de l'aimer. Alors Sophie, cloîtrée dans sa chambre, avait découvert le cybersexe. Et c'est ainsi qu'elle avait fait la connaissance de Hoplite. Elle ne connaissait rien de lui, ni son nom, ni son âge, ni son métier. Mets ton doigt sur le F. Commence à le caresser en tournant. C'est agréable? Oui, Moi je fais pareil. Toi et moi nous faisons le même mouvement et nous avons la même sensation au bout du doigt. ensuite, Continue à caresser le F, mais de temps en temps, appuie un peu plus dessus, moi je ferai pareil. F, 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 F. F, 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 F. Trop brutal, caresse moins fort pour l'instant. D'accord. F, 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 Maintenant caresse le F un peu plus vite. F, 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 Et caresse-toi le téton de la main droite. F, 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 Fais les mêmes mouvements avec tes deux mains. F, 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 Moi je fais pareil maintenant. F, 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 F. F, 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 F. F, 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 F. C'est bon? Oui, Maintenant descends ta main droite et caresse-toi le clitoris. Fais toujours la même chose avec tes deux mains. F, 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 Plus long, plus profond. F, 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 Comme ça, c'est bien. F, 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 Moi je descends ma main droite et je promène tous mes doigts sauf le pouce sur mon pénis. De la main gauche je fais pareil. F, 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 QFSDFSQD. QSDF. Quand mes doigts descendent sur mon pénis, ils descendent sur le clavier. QSFDSQFDFSQDFSQD. F, 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 QSFDS 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 QSFDSQDFSQD. F, 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 F. C'est bon? Oui, SQFD QSFD SQFD. SQFD QSFD SQFD F, 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 F. FDSQSFD QSD FQQSFD SQFD SFDQ. Maintenant va de plus en plus vite, de plus en plus profond. F, 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 FDSQSFD QSD FQQSFD SQF. 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 QF. Oh mon Dieu. Quoi? Que c'était bon. Personne ne me fait jouir comme toi. Est-ce que c'était bon pour toi aussi? Oui, très bon. Est-ce que tu veux que je continue à te caresser? Oui, je veux bien. Dis, Quoi? je me sens belle quand tu me regardes comme ça. Mais tu es belle tout le temps. Tu voudrais pas qu'on se rencontre? Je veux dire, pour de vrai? Pendant ce temps, à Rennes-le-Château, Vincel Marsan s'entretenait avec l'inspecteur Mercier. Je vous dis que je les ai vus, monsieur l'inspecteur, et je ne suis pas le seul. Thierry Lallemand était avec moi. Il pourra vous confirmer. Monsieur Marsan, avant de prendre votre déposition, je voudrais que vous me disiez précisément ce que vous pensez avoir vu. Thierry et moi étions dans le champ de blé cette nuit, quand une soucoupe volante s'est posée. Une soucoupe volante? Vous êtes sûr? Parfaitement, monsieur l'inspecteur.
Quelle taille environ? Je ne sais pas si vous avez vu les crop circles. Ils font typiquement entre 12 et 28 mètres à peu de choses près. Eh bien, la soucoupe volante faisait exactement la même taille. Elle a d'ailleurs laissé une empreinte parfaitement visible. Comment expliquez-vous que personne ne l'ait vue? Le champ de blé a été coupé. Mais Thierry pourra vous confirmer. Bien. Et ensuite, que s'est-il au passé? D'étranges hommes sont descendus de la soucoupe. Ils avaient seulement 3 doigts à chaque main, et des énormes yeux jaunes qui prenaient la moitié du visage. Ils parlaient une langue étrange, en émettant des bruits sourds et aussi des petits bruits comme des grillons. Ils ont parlé un moment, puis la soucoupe volante a décollé en laissant 3 d'entre eux dans le champ. Et où sont-ils maintenant? Thierry et moi les avons pris en filature. Ils sont rentrés chez Madame le Marchand. Et à partir de là, nous les avons perdus. Écoutez, monsieur Marchand, cela fait 12 ans que je suis affecté à Rennes-le-Château. Et vous pouvez imaginer que j'en entends des vertes et des pas mûres. Mais là, je dois vous dire que vous êtes carrément fou. Les extraterrestres n'existent pas. Qu'il y ait un trésor enfoui quelque part, c'est indéniable. Mais les extraterrestres n'existent pas. Alors faites-moi plaisir. Rentrez chez vous et oubliez cette histoire. Je vais vous faire une fleur et vous épargner une humiliation publique en ne prenant pas votre déposition, monsieur Marsan. Très bien. Si vous le prenez ainsi, alors soit. Mais vous regretterez de m'avoir mis des bâtons dans les roues lorsque je ferai éclater la vérité au grand jour. C'est ça, monsieur Marsan. Allez, au revoir. Vincent Marsan se retint de claquer la porte. Il quitta le commissariat en ruminant une rage folle. Pourquoi avait-il toujours affaire à des esprits aussi étroits? Mais une fois qu'il eut quitté le commissariat, l'inspecteur Mercier prit le téléphone et ôta son masque, révélant un visage où 2 yeux jaunes énormes prenaient la moitié du visage. Il parla d'une voix rauque, accompagnée de grincements semblables à ceux de grillons. « Nous sommes repérés. Occupez-vous d'avancer le Marsan. »